ambassades avec Bastien Carrière et Charles Pellerin. Et bienvenue aux ambassades, tout le monde. Ici Charles Pellerin. Et Bastien Carrière, mieux connu sous le nom de... Bastien sur la route. Épisode spécial cette semaine. On est avec un grand ami. Un ami de longue date, nul autre que Jay Fournier. Salut la gang! Hello, Jay Fournier. Jay Fournier, pour ceux qui ne le connaissent pas, Jay Fournier est un humoriste que vous pouvez voir en première partie de Guillaume Pinault ou en première partie de nul autre que Charles Pellerin. Des fois, c'est arrivé. C'est aussi l'animateur des mardis de l'humour au pub Le West Shefford et il a son propre podcast, Le Show Cassette. Oui. Ça, c'est les plugs. Et depuis peu, Jay, c'est aussi un collègue, il faut le mentionner quand même, parce qu'on est un trio légendaire en ce moment. On est un trio d'amis, mais aussi un trio de job. Donc, qui fait maintenant partie de Carrière Management. Bon, pour ceux qui ne le savaient pas, Bastien s'est lancé en gérance et c'est maintenant le gérant de Jay et mon propre gérant. Et on en parlera plus tard. C'est pas le but du podcast, mais je pense qu'à la toute fin, on pourrait on va revenir là-dessus. En parler vite. Maintenant, j'aimerais qu'on en parle tout de suite, sérieusement. Il s'en colle pas mal depuis qu'on est trois là-dedans. Je l'ai vu lors du jour sur le tableau. Je t'efface ça au plus sacré. Mais pourquoi? Ben, Bastien, c'est écrit mon All-Star, Charles Pellerin, sur ton mur. J'étais le premier dans ce groupe-là, fuck. Il est tout le temps sur une petite estrade qui est avec nous, Charles. Il y a déjà... Ouais, Charles, il est bien grand. Il y a ma photo, puis à côté, il y a une photo de moi où on a un peu tweaké pour que ça te ressemble. Genre, on a mis des lunettes, puis une casquette du Will Shefford. C'est Charles, ça. Non, c'est mon artiste, Jay Fournier. Les grands yeux bleus. Mais la raison pour laquelle on te reçoit, hein, après tout, c'est pas un podcast où on reçoit que de très bons amis, même si... On adorerait ça avoir un podcast comme ça. Ça serait merveilleux. Ouais, parce que j'aurais juste reçu des gens que vous haïssez jusqu'à date. Oui, complètement. Complètement. Moi, je l'ai toujours dit. Mario C, pas capable de le sentir. Pourquoi il va se mettre dans la glace, celui-là? Pourquoi tu vas sous l'eau? C'est dangereux. Ça intéresse personne. Anyway. Ben non, on te reçoit parce que... pour plein de raisons. Premièrement, parce qu'on voulait te recevoir. Parce qu'on t'aime. C'est le fun. C'est en premier lieu. C'est bon. Puis en deuxième lieu, il faut savoir que Jay et moi, on est allés ensemble faire des spectacles en Belgique avec l'École de l'humour. Et Jay est aussi allé en Indonésie avec Bastien pendant un mois. Donc c'est pour ça qu'on te reçoit. Bienvenue, mon Jay. Mais merci, vous êtes bien fins, les gars, pour de vrai. Puis c'est un peu moi qui ai fait « Hey, invitez-moi donc, Chris! » J'ai été en voyage avec vous deux. Non, mais bien content d'être ici, c'est vrai. Le pire, c'est que Charles, j'avais quand même un peu oublié cet épisode-là dans nos vies où on est allé faire des shows en Belgique. Moi aussi, je l'oublie à tous les jours de ma vie. À vous, hein? À tous les jours, t'es comme « Ah non, j'ai jamais fait ça. » Puis à un moment donné, tu vois une photo où on a trippé complètement. C'est le fun. Le pire, c'est qu'on était ensemble il n'y a pas long, puis on s'est dit ça, me semble. On s'est dit... On a vu une photo où on s'est remémoré quelque chose. En fait, j'ai un de nos collègues à l'École de l'humour, Charles-Antoine Desgranges, qu'on salue. Je sais pas pourquoi j'avais décidé de faire un vidéo, le vidéo qu'on présenterait à sa mort pendant qu'il est vivant. C'est un montage de Charles-Antoine en noir et blanc avec une musique tragique. C'est que des segments de lui. C'est des segments de lui, tu sais, qui est un peu, un petit peu plus, comment je dirais ça? Enrobé. Nous, on dit Charles-Antoine. on dit costaud. Ouais. C'est des vidéos de lui en chest qui se fouette avec une ceinture. Ça, faut que tu sois sur le décalage horaire pour moi, ça. J'espère vraiment qu'il écoute le podcast, Charles, parce qu'on s'ennuie de ce moment-là. On s'ennuie de quand. Oui. Mais oui, on s'est rappelé de ça, puis on a vu ces vidéos-là. Très drôle, cette vidéo-là, d'ailleurs, Charles, où tu fais des vidéos de la mort des gens avant qu'ils meurent. Ça, c'est un concept que je vais peut-être reprendre. C'est génial. Avec des faux sketchs, ça pourrait être drôle à l'intérieur même. Là. Mais le pire, c'est que c'était des vraies vidéos, genre avec une toune, tu sais, les applications. Il y a des petites tounes un peu mollo, genre... Libre de droit, puis tu mets genre mélancolique. Mélancolique. Oui, je me rappelle. Puis c'était quoi le but du voyage? Vous êtes allé avec l'école? T'es allé avec l'école de l'humour, ouais. En fond, c'est qu'on étudiait avec un humoriste qui s'appelle Étienne Cerf. Aujourd'hui, il a changé de nom. Il s'appelle Tony. Tony Rye. Non. Étienne Cerf qui est parti de Belgique pour étudier à l'école de l'humour. Donc, lui, il était artiste là-bas. Là. Il y a le statut d'artiste qui existe en Belgique. Il te donne un salaire en échange
du fait que t'es artiste. Il donne un salaire assuré à tous les artistes au pays. Ouais, ben, je pense qu'il y a eu aussi Jean-Samuel qui a eu ce même... Ouais, Jean-Samuel, il venait d'Haïti. Je pense qu'il a eu la bourse de l'école de l'humour. Ah, OK. On est les seuls qui ont payé leur école. Mais ça, non, c'est pas... Mais difficile d'être un homme blanc en 2019. Oui, vraiment. On veut qu'on en parle au podcast. On peut plus rien dire. Alors, on dirait que les femmes, c'était des bois carrières. On peut plus rien dire. mais oui, il a fait son audition, lui, genre... par vidéo, là, par FaceTime, genre. Il a fait une audition, il a envoyé une vidéo d'audition. Il a été pris à l'école. Puis c'est ça, c'est lui qui organisait ça, en fait. Il y a une belle place à Bruxelles qui s'appelle le Kings of Comedy. Ou comme eux ils disent, King of Comedy. Puis il y avait... Ça fait pas très monarchique, hein, de la façon qu'ils disent King. Mais... Ouais, King. Mais c'est ça, fait que finalement, Étienne a organisé ça dans le temps des fêtes. Puis il a été super bien timé, Étienne. Il a fait ça au moment où tout pétait en Belgique. On est allé. Les attentats. C'était exactement on tout après les attentats de Paris. On en a parlé avec Alexandre Forêt, je pense, quand il est venu au podcast. Probablement. C'était la même voyage. Okay. On était avec Alex, on va répéter les mêmes estis d'affaires. La même affaire. Mais ça, c'est fou quand même. Quelques mois avant les attentats de Paris. Puis après ça, on s'en va en Belgique. Puis c'est en Belgique qu'il y avait l'état d'alerte le plus élevé. Parce qu'il paraît, bon, ceux qui ont commis l'attentat étaient partis en Belgique, se réfugier. Ouais, c'est ça. Puis il y avait un quartier précisément où on pense qu'on les a trouvés qui s'appelait Molenbeek. Puis la moitié de la cohorte avait loué leur Airbnb là. Non! Ouais. On était comme deux, on était divisés en deux groupes, mettons, là. T'avais moi, Charles-Antoine, Caro Fréchette. Puis Alex Forêt, on était dans un Airbnb, nous autres, à Etterbeek, qui était comme le beau spot, vraiment cool. Puis tout le reste de la cohorte à Molenbeek. Puis je me souviens que Simon Boisvert m'avait conté que lui, la première fois qu'il est arrivé là, tu sais, pogne un taxi, je sais pas quoi, il arrive dans le quartier, puis il cherche leur building, tu sais, puis il marche dans la rue, puis à un moment donné, il y a juste un gars qui regarde Simon, puis il fait « Nique ta mère! Nique ta mère! » Simon qui est comme « Non, avec personne, là. Avec pas personne, moi, là. » Il est comme, en tout cas, c'est la première fois qu'il a vécu. Mais ouais, c'est ça, comme... C'était le jour de l'an, en plus, nous. On est arrivé comme 2 jours avant, je pense, 3 jours avant. Ouais. Fait qu'on était comme... Moi, j'avais un peu peur, tu sais, j'étais comme... Si surtout, tu veux... Toi, c'était un de tes premiers voyages comme un peu sac à dos, si on veut? Ouais. Ben, mettons, aussi loin, mettons, là, ouais. C'est mon premier pas en Europe, en fait. J'étais jamais allé. Puis j'avais quand même peur, ben, j'étais comme, tu sais, s'il y a une récidive à avoir, mettons, là, c'est quand même le parfait moment, le jour de l'an où tout le monde est sur la place publique en Belgique, tu sais. Ouais. Je me passais la même réflexion, moi, à chaque endroit où j'étais, je me disais, ce serait vraiment un bon endroit pour un attentat comme c'était. C'était mon état d'esprit, j'étais un peu dans un brainstorm. C'est presque inquiétant que vous pensez autant à ça. Dans un brainstorm terroriste. Fait que là, je placerais une bombe là. Si je serais eux, là. Puis là, genre, on pourrait pas sortir parce qu'il aurait bloqué telle sortie. Pourrait. Comme... Je sens qu'on aurait tellement pu genre, faire partie de ce groupe-là et être vraiment meilleur. Là. Complètement. Il y a plein de fois où il n'y a pas eu d'attentat puis il y aurait pu en avoir. Vraiment. Honnêtement, il tourne les coins ronds. En tout cas, une chance qu'on est en humour. OK. Mais toi, c'est sûr, en plus, je connais tes parents. Ouais. Persuadés qu'ils faisaient juste gonfler la bulle de peur. Ben oui. T'es sûr que tu vas aller là? C'est sûr que ta mère te l'a dit 36 fois. Ben oui, complètement. Avant que je parte, c'était ça. C'était, hey là, c'est peut-être pas le bon moment de partir, blablabla. Puis tu sais, ultimement, c'était pour faire des shows, là, je m'en allais là. C'était pas pour. Mais ouais, il y avait la chienne. Surtout, je partais tout seul avec une gang. C'était différent. Tu sais, j'étais quand même plus jeune aussi à ce moment-là. Je pense que j'avais 19, tu sais. 19 ans. Un enfant de même. 20 ans. 20, ouais, c'est vrai. 20 ou 21. Où je m'en allais avoir 20. En tout cas, bref, je me souviens pas. Mais j'étais dans ce coin-là, là, j'étais encore un peu jeune, j'avais pas tant voyagé non plus. Fait que ça, mes parents avaient la chienne. Ma mère, c'est une mère poule quand même. Là. Mm-hmm. Mais ça s'est vraiment bien passé finalement. Ça a été le fun, les shows. Ça m'a cool, hein? Ça m'a étonné à quel point le monde tripait sur les Québécois. Ça m'a vraiment étonné, par exemple. Mais est-ce qu'il y avait un espèce de feeling de peur même dans le public? Ou... Ouais, mais il y avait des gars de l'armée avec des guns dans les mains partout. Ouais, c'est ça. Tous les coins de la rue. Près des salles de spectacle. Surtout un peu partout. Là, c'était plus... le Comedy Club était un peu reclus. Il était en face du quartier universitaire. Donc, il y avait l'université, puis en face, il y avait le Kings dans une espèce de rond-point. Mm-hmm. Mais à peu près à 20 minutes à pied, c'est la grande place. C'est là que, mettons, les festivités du Nouvel An étaient. Puis l'armée était partout.
Ouais. Partout. Fallait que, pour aller sur la grande place, il fallait que tu aies ton passeport. Ils te demandaient ton passeport pour rentrer. Puis moi, je me rappelle que tout le monde avait amené des pétards. Genre, pas dans notre cohorte. Là, genre, ça aurait été... Pour le plaisir. Les gens avaient des pétards. Ben, c'est le nouvel an. Là, comme nous, il y a des feux d'artifice puis tout. Puis les gens ont juste fait... Ah, peu importe le contexte social, on fait des coups de mitraillette. Le mauvais timing pour de vrai pour ça. À chaque fois que ça pétait, ça fait comme tac. Hey, nous, moi, on s'est couché à peu près 8 fois. Il y a juste nous qui rampaient. Les bonnes bunches de clubs de la grande place. Les Nord-Américains apeurés d'absolument tout. Ben oui. Mais c'était quand même impressionnant pour de vrai. C'est la première fois que je voyais ça, tu sais, des soldats, là, tu sais, du monde sérieux qui sont comme en ce moment, ça pourrait péter. On a des guns. Puis c'était pas, tu sais, quand tu vois ça ici au Québec, tu sais, c'est des policiers, ils ont leur petit revolver dans les mains, leur pistolet. C'est pas terrifiant, là, nécessairement, les policiers. Il y a peut-être dans les manifestations là, où ils ont des gros boucliers. Mais tu sais, tu vois jamais. T'as-tu remarqué ça ici? Tu vois jamais comme l'arme ici. Là-bas, c'est comme le gros AK-47, mais c'était pas ça, mais en tout cas, bref, le gros M4 dans les mains, tu sais, puis tu sais, le doigt sur la gâchette. Tu veux vraiment spécifier le bon fusil. M4, j'ai commencé à jouer à Call of Duty, d'ailleurs. Débile. Il connaît ses armes. Je connais mes guns. Mais c'était vraiment impressionnant et épeurant quand même. Mais ça ne peut pas empêcher de triper complètement. Alors, ça me fait, je le compte en chose c'est ainsi, mais en parallèle, moi, comme le dernier policier que j'ai vu, il m'a demandé le score du match du Canadien. Là, parce que j'avais mon chandail de hockey. On était loin de l'ambiance québécoise de la police. Mais attends, il y a un policier européen qui voulait savoir. À Montréal. Il y a du monde qui suit le Canadien en Belgique. Non. On est fan, on est fan. Ah, mais il se passait pas de quoi, par contre, aussi en Belgique, dans ce coin-là, avec le sport? Non, je pense pas. Non, moi, c'est quand j'étais avec mon équipe d'impro, avec le MIM. Ah. Ça, c'était la Coupe du monde de soccer. Puis les Belges étaient bons. Puis on s'était fait donner des chandails des diables. Puis je pense que j'ai chanté les chansons de la Belgique pendant 2 semaines sans savoir ce que je disais. Là. Mais non, il n'y avait pas d'événement de sport. Mais on s'est pointé là-bas pour les shows. Puis c'est vrai ce que tu dis, là, les Québécois, c'était adulé. Là. On s'est fait dire, la salle était complètement vide au début de la semaine. Puis ils nous ont dit, allez vous promener, là, donnez des pamphlets, là, des flyers. Puis on est nous, on est en voyage. Là, on veut pas. Down, c'était comme, on s'était tous fait donner genre une vingtaine de flyers. Puis, hey, séparez-vous, marchez dans la ville, donnez ça. On était comme, really, là, on va jouer devant 4 personnes. C'est pas grave, on est en Belgique. Là. On veut juste boire, puis être là. Ouais, c'est ça. Puis finalement, marche dans la rue, tu sais, on niaise un peu, puis tout, puis un moment donné, le monde, on est comme chaud d'humour, puis le monde n'arrête pas, ben, dès qu'on dit de quoi, ils entendent notre accent, le monde se retourne. Hey, vous êtes Québécois? Ouais. Ah putain, mais c'est super. Puis là, ils prenaient les pamphlets, puis ça s'est rempli la salle. Ouais. Fucking vite, vraiment finalement. Une salle remplie de gens qui voulaient rire de vos accents un petit peu pendant une heure. Complètement. Ah ouais. Complètement. Mais ils tripaient. Là. Moi, je me souviens qu'après le premier show, genre la serveuse du bar, après ça, on chillait avec le monde. Puis la serveuse du show nous a dit genre, ouais, votre accent, vous réalisez, c'est super sexy. Non. Moi, j'étais comme, tu trouves notre accent sexy en ce moment? Ouais, c'est super. Tu trouves ça excitant? Wow. T'es en train de me dire, tu trouves ça guillou? Vraiment? Ah non, mais je me rappelle, on s'était préparé pour adapter notre matériel. On avait chacun fait une rencontre avec Étienne. Parce qu'on s'est dit, c'est notre référence belge. Il fait de l'humour. Probablement que ses conseils vont être judicieux. On s'est assis avec lui, avec notre numéro de 5 minutes à peu près. Puis moi, j'ai adapté mes jokes. Moi, je passais premier sur chacun des spectacles. J'ouvrais tous les spectacles. T'ouvrais tous les shows? J'ouvrais tous les shows. Je me souviens pas de ça. Tous les shows. Je les ai tous ouverts. Puis... Attends. Ben, parenthèse, je me souviens que c'est parce que t'avais été le seul qui était comme, je suis game. Ouais. Tout le monde était comme, non, on ouvre pas. On voulait mais pas pourquoi ouvrir. C'était pas Étienne qui ouvrait? Logique. Mais c'est lui qui closait. Ah, il animait. Il animait. Fait qu'il avait déjà ouvert, mais bon. En tout cas, il avait fait un 10 avant, il avait joué du maracas, je sais pas quoi. Puis après ça, Charles rentrait faire du stand-up. mais c'est ça, ouais, j'avais une blague, OK? Je parlais d'à quel point on met les criminels sur un piédestal dans notre société, tu sais, puis qu'on est fasciné
par eux, puis je disais qu'il y avait probablement une compétition en prison de qui a commis le crime le plus odieux, puis je jouais le sketch, genre, je faisais comment, toi, qu'est-ce que t'as fait? Il y avait une de mes jokes qui était comment, j'ai slugué ma femme chez Bouclair, tu sais, comme je disais ça au Québec. Oui, puis là, t'avais switché Bouclair pour un autre nom que personne ne connaissait non plus. T'as-tu un équivalent de place qui vend des poufs, puis genre des phrases inspirantes à encadrer pour la salle de bain? Puis il m'avait dit « Casa ». C'est Casa. Casa. Puis j'étais comme « T'as-tu une expression pour slugger ma femme? » Puis il m'a dit « Foutu une bonne pêche. » Moi, mon premier spectacle en Belgique, j'arrive. Je suis là, le criminel, bon, blablabla. Et là, je le joue, je fais « J'ai foutu une bonne pêche à ma femme chez Casa. » Hey, mais comme toute la musicalité du gag. J'ai foutu une bonne pêche à ma femme chez Casa. Puis comme le moment où il fait ce gag-là, puis tu sais, by the way, là, tout le monde dans la cohorte attendait grandement ce gag-là parce qu'on trouvait ça tout hilarant que ça soit rendu. Parce que slugger ma femme chez Bouclair, tu sais, comme tout est parfait dans la phrase, comme les mots, c'est juste assez court. C'est slugger ma femme chez Bouclair. Comme il y a de quoi comme de genre. Le bout, il slugger ma femme chez Bouclair, comme tu pourrais le rapper, c'est parfait comme phrase, mais du moment où ça a changé à foutre une bonne pêche chez Casa à ma femme chez Casa, on était comme c'est sûr ça marche pas, genre c'est nul. Puis finalement Charles fait juste faire ça, puis on attendait, tout le monde était perché, tout le monde était comme ok, il arrive. Alors j'ai foutu une bonne pêche à ma femme chez Casa. Tout le monde dans la salle est comme quoi? Mais qu'est-ce qu'il dit, lui? Une bonne pêche, quoi? Puis finalement, les Belges étaient comme une pêche. C'est de quoi une bonne pêche? Puis les gens comprenaient pas. Le fruit? Pourquoi il a un fruit? Fait qu'Étienne a tout inventé. C'est juste une expression que je sais pas de où il a sorti genre cette expression-là, mais les gens, majoritairement là-bas, comprenaient pas c'était quoi. Je me rappelle avoir dit vous vous en foutez hein, qu'on adapte notre matériel comme les gens étaient là ouais je voulais pas vous voulez notre accent Québec, vous voulez que je vous dise caribou hein, puis c'est tout. Le monde riait. Il a dit caribou. Voilà. Mais oui, c'était tellement bon, puis je me souviens que moi aussi je faisais un gag où je disais UQAM puis UDM à la base dans mon gag, tu sais. Puis j'avais changé ça pour 2 universités de là-bas. Mais je me souviens que justement, il voulait pas là, qu'on change tant nos mots, nos affaires. T'sais, il voulait vraiment rire de genre notre accent. Puis ben oui, mais c'est parce que c'est tellement bizarre que tu prennes leur accent comme s'il y a un Français qui vient ici puis qui est comme moteur ils le font de temps en temps pour le gag. Ils viennent quand ça fait longtemps qu'ils sont ici. Genre, tu sais, mettons, Jérémy Demé, je sais qu'une fois de temps en temps, dans son numéro dans Route dans le temps, son numéro de c'était sur la toune, voyons, j'ai oublié la toune. Fuck. Moi je n'étais l'aime à mourir. Et voilà qu'aujourd'hui je suis illégal. Mais ça, il déconstruisait cette toune là, puis un moment donné, il disait décollisser, puis en tant que Français, les gens étaient comme ah ouais, il a dit décollisser, c'est drôle. Mais un nouveau Français, qui vient juste d'arriver, qui fait un show à soir, mettons, qui dit mettons ah Calice. Je sais pas si le monde va être genre oh cool, je sais pas si ouais. Il y a un côté de genre arrête d'essayer de nous licher le cul en ce moment. Je sais pas, tu trouves pas qu'il y a un côté comme stay real, fais ton matériel, reste fais nourrir avec la personne. C'est ça. Ben c'est l'équivalent de tout artiste qui arrive ici puis qui se met un chandail du Canadien, tu fais comme ouais, c'est ça. On peut t'accepter sans que t'arbores le chandail. Ouais. Puis personne met un chandail du Canadien en stage. Je sais pas. Là, comme je vais pas en Suisse me mettre un chandail jaune avec des trous. Là, comme je sais pas. Ils ont tous des trous. C'est fromage suisse. Tabarnak, T'es allé loin. Je suis allé loin. C'est peut-être pas la référence de sport qui a des trous. Genre. Mais après... Vous comprenez ce que je veux dire. Après t'as passé en Europe, moi je veux savoir, qu'est-ce que tu penses maintenant de jouer un jour à l'international? C'est-tu quelque chose qui t'intéresse ou... Ben, je suis content qu'on s'en parle parce qu'on va avoir la discussion parce que je suis son gérant puis il faut que je sache ça rapidement. Book, c'est celle-là. Mais honnêtement, j'y ai pensé mais Jay Fournier de Louvain-la-Neuve avec un micro-casque, je change complètement. Mais non, honnêtement, en ce moment, je suis pas tant tiré à le faire. Okay. Je veux vraiment retourner en Belgique parce que je me souviens que j'avais vraiment trippé puis j'ai un feeling que la Belgique, c'est un peu le Québec
de la France, de l'Europe, excuse, en général, tu sais. Fait que je me souviens, j'avais trippé, j'aimerais ça y retourner. C'est sûr que j'irais, mais je pense pas que j'ai tant l'étoffe de l'humour. Je pense pas que j'ai le vocabulaire et le style qui tu sais, mettons un gars comme Anas Assouna qui va aller faire du stand-up en France, ça va vraiment bien se coller parce que les gens vont comprendre. Puis tout. Moi, j'étais un gars d'ici, j'étais un gars de chez nous, tu sais. Je pense qu'il va falloir que je m'adapte trop, puis je pense que ça va me dénaturaliser si je m'adapte trop. Déjà là, on va pas aller en France, dénaturaliser. Dénaturé, excuse-moi. Mais, fait que c'est ça. Peut-être que les gens tripperaient encore plus. Ouais, je sais pas. Faudrait que tu fasses tous tes shows avec une grosse veste en carotté, genre de chalet, là. Une grosse veste de chasseur. Ah ouais, non, c'est ça. Là, je deviendrais comme le gars qui veut vraiment trop plaire. Oui, c'est ça. Mais en même temps, il y a beaucoup de Québécois qui le font. Fait que je me dis que... Je pense que tu serais assurément capable Ouais. de t'adapter. Moi, je me rappelle en Belgique, ton segment qui marchait le mieux, c'était sur les Dorum. Ah, oh shit, qui est une espèce de pita. Ouais, une espèce de shish taouk. C'est un shish taouk. Les drums. Les Dorum. C'est une espèce de shish taouk avec des frites dedans, genre, qui mettent... Ah, il y a comme une mitraillette, là, un peu. Ouais, c'est exactement ça, en fait. Mais avec plus de trucs dedans. Merguez. Ouais, genre, on a fait la même. Puis on mangeait que ça parce que c'était 5$, puis ça nous remplissait pour la journée. Ouais, puis Jay disait, la Belgique, on nous a parlé du Mannequin Piss, la petite sculpture, on nous a parlé de la grande place, les bières, mais la chose, je vais vous dire, dont on se souvient le plus, les Dorum! Je sais que je faisais ça pendant 2 minutes au début. Les Dorum! Ouais, non, c'est vrai, je parlais là-dessus. Mais moi, j'avais le sentiment aussi que je pouvais pas embarquer sur scène en Belgique puis être comme, voici ce que je fais au Québec, tu sais. Il y avait un petit sentiment où j'étais comme, faut que je commence en parlant d'eux autres puis de ce que je vois. Ce que tu fais aussi localement, j'ai l'impression, c'est un peu ta façon de t'introduire. Tu sais, tu vas aller chercher un gag local sur quelqu'un dans le public. Ouais, je le fais pas tout le temps. Ça dépend où. Je sais qu'il y a des places que le monde sont un peu comme, embarque dans ton stock tout de suite, sont déjà à l'aise, fait que je le fais. Mais il y a des endroits que je sens que les gens veulent tout de suite. Ils veulent que tranquillement tu enlèves tes souliers, puis tu t'assois, puis on va rentrer dans le stock tranquillement. Fait que, mais je trouve que c'est une manière vraiment naturelle d'aller chercher le monde. Tu sais. T'as un bon instinct pour ça. Ouais. On a fait un show ensemble en plus il n'y a pas long. J'ai fait que ça pendant une demi-heure pour aller chercher le monde. Mais ouais, je sens qu'il y a juste un espèce de côté vraiment plus humain à juste arriver à faire. T'sais, on est tous ensemble ici ce soir. Il y a beaucoup d'humoristes qui vont des humoristes très, 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 très bons aussi qui vont faire ça. Ils vont avoir comme un mur devant eux. Ça va être un petit peu un 4e mur. Puis ils vont faire leurs affaires. Moi, j'aime ça quand le public est inclus là-dedans. Fait que c'est ça. C'est vrai parce qu'on assume tout de suite que ce qu'on a écrit qui a marché pour d'autres publics va marcher pour les gens là ce soir. Mais c'est d'autres personnes. Là, tu peux pas... C'est tellement bizarre d'arriver puis de pas comme adresser le fait que c'est du nouveau monde. Là. Exact. Fait que c'est ça, mais j'aimerais ça y aller. J'aimerais ça y retourner en Belgique, pour vrai. C'était vraiment, vraiment le fun. J'aimerais ça y retourner avec comme un show d'une demi-heure, mettons. Voir qu'est-ce qui se passe. Puis... Mais on est revenu plus confiant aussi, je pense. D'avoir été capable de s'ajuster puis d'avoir été déstabilisé pendant 2 semaines, 3 semaines, puis d'être capable de s'en sortir puis de trouver nos aises. Là. Je pense que si on était resté, on pourrait jouer de manière assez régulière là, au Kings of Comedy. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, moi, il y a un côté, je sais pas pour toi, là, Charles, mais il y a un côté vraiment weird aussi de l'aspect de, tu sais, j'ai écrit un gag dans ma tête chez nous, un moment donné, puis des gens en Belgique qui trouvent ça drôle. Ouais. Tu sais, il y a de quoi de vraiment grandiose là-dedans. De comme, je fais rire des gens dans le monde ailleurs. Genre, c'est weird. Parce que au Québec, t'es comme, c'est ma petite place, mes petits insides, mes petites affaires. C'est comme un peu... c'est un peu le même niveau que de faire rire, mettons, les gens de ta classe à l'école, puis après ça, faire secondaire en spectacle, puis faire rire toute l'école. Puis t'es genre, aïe, je suis capable de faire rire toute l'école. Moi, c'était la même affaire en Belgique. Moi, je me rappelle être assis dans le club, puis me dire... Wow. La décision d'avoir fait de l'humour de ma vie m'amène à être en Belgique là à 20-21 ans comme à quel point je suis chanceux en ce moment. À quel point je suis chanceux là, c'est fou. Mettons que on dirait que la vie me pousse dans le dos là, après cette décision là. Moi c'est le feeling que j'avais, mais je sais pas, je pense que c'est normal aussi de pas nécessairement vouloir s'exporter parce que comme faut vouloir ce mode de vie là, faut vouloir
habiter ailleurs dans le monde. Puis ça, c'est vraiment pas fait pour tout le monde. Là. Je pense que toi, t'es solidement enraciné ici. Là. Jay, t'as ton monde, ta famille, c'est super important. Fait que d'aller ailleurs, tu sais, la question serait pourquoi? Ouais. Quand tu gagnes ta vie ici de... J'ai comme l'impression qu'il y a certains artistes qui, à partir du moment qu'ils sont très, très bien installés chez eux, puis qui sont reconnus, puis qui sont capables d'atteindre un certain niveau, c'est une façon pour eux de passer à autre chose, tu sais, briser un nouveau plafond. Parce que si, disons, je sais pas, ça fait 5-10 ans que t'es chez toi, puis que tu le sais que, tu sais, t'as roulé ta bosse, puis tout le monde tripe sur ton contenu, ton matériel, je pense qu'il y a quelque chose de séduisant de se dire hey, je vais aller aux États-Unis ou en Europe puis essayer d'aller conquérir un nouveau public. Mais justement, ça c'est un aspect, puis absolument, là, je suis complètement d'accord, mais c'est un aspect aussi que je me dis je vais conquérir mon monde avant un autre. Ouais, exact, je vais essayer de faire de ma vie l'humour localement, au Québec, ici, localement. Puis comme tu dis, c'est exactement ça. Un moment donné, quand tu fais ben là, ça fait une couple de fois je roule mon show, les gens viennent, les gens aiment ça. Je vais essayer ailleurs, tu sais. C'est probablement que ma réponse changerait dans une couple d'années, là. Mais en ce moment, j'ai le goût d'être ici, puis à Lévis, puis à Rouen. Ben, il doit y avoir une partie du fait que je suis tellement connu ici que je sais même pas si je suis vraiment bon. Ouais. Tu sais, parce que t'es tellement apprécié, adulé, que peu importe ce que tu fais, ça va aller. Ouais. Fait que d'aller ailleurs, où là, personne te connaît. Fait que tu repars un peu à zéro, mais avec de l'expérience. Fait que tu te prouves à toi-même que t'es encore bon. Pour moi, c'est soit ça, ou des gens pour qui le Québec est pas assez. Ouais. D'après moi, c'est un des deux où il y a bien des gens pour qui je pense que le marché de 8 millions de personnes, moins, disons, les anglos qui vont pas voir de spectacles franco, moins les enfants et les personnes âgées incapables de se déplacer. Les immigrants récents qui ne s'intéressent pas nécessairement à l'humour québécois aussi. Je pense que c'est un petit public. Là, c'est ça. Pour bien des gens, c'est un petit bassin. Puis ils sont intéressés par la francophonie qui est des millions puis des millions de personnes. Ouais. C'est des chiffres complètement différents. Là. Pour moi, c'est l'autre motivation à partir, ou l'expérience. Ouais, parce que quand tu joues dans un, pas au Jamel Comedy Club, mais c'est quoi déjà le festival là, Montreux, en Suisse? Marrakech. Marrakech du rire, tu sais, t'es dans un autre monde devant un public. Tu sais, on parle souvent du fait que justement les publics de région sont différents que les publics montréalais, mais quand t'es rendu à Marrakech, c'est another ball game, tu sais. Faut vraiment. Je sais même pas comment. Tu sais, s'adapter au public français puis belge, c'est quelque chose, mais quand il faut que tu t'adaptes au public marocain, là, ça doit être une expérience mon Dieu, spéciale. Mais c'est être capable de percevoir les tabous. Ouais, de cette culture. Ouais, puis d'être capable de voir c'est quoi le pas de plus. La petite ligne qui fait que, bon, t'es allé un peu plus loin, mais tu nous as pas trop déstabilisé. Fait qu'on est capable d'embarquer. Ouais. Je sais pas si tous les styles aussi se collent bien à la francophonie au grand niveau. C'est ça. Ouais. Comme, j'ai pas l'impression que une anecdote de chez Canadian Tire fonctionnerait. T'as juste à dire Casa. Faut-tu une bonne pêche, c'est Casa. Mais tu sais, en même temps, on dit ça. Mais il y a un humoriste québécois en ce moment qui se produit en Belgique, tu sais, qui s'appelle Dan Gagnon, que lui, il est allé en Belgique faire des shows comme nous, à un moment donné. Puis les gens ont fait « Hey, c'est débile, là, cet humoriste québécois-là, c'est fou. » Puis il gagne tellement bien sa vie qu'il a fait « Hey, tu sais quoi? Je vais rester ici. » Fait qu'il y a genre son talk show là-bas, qui est comme un late night, je pense, ou un truc du genre. Ouais, il l'a pu, mais je pense qu'il... il l'avait, ça, il y a un certain temps, puis il fait ça, tu sais, c'est impressionnant quand même. Des humoristes. Personne sait c'est qui au Québec. Au Québec? Non. Fuck out. C'est impressionnant, ça. Ouais, puis j'imagine que. Puis pour de vrai, il me semble que quand on l'a rencontré, ou je me souviens plus si quelqu'un m'en avait parlé de ça, mais il me semble que lui, il le disait clairement aussi, comme moi, je sais que ça marchera pas au Québec. Genre, je le sais, je me sens pas confiant, puis tout, mais en Belgique, je vis super bien, fait que pourquoi pas creuser dans ce bout-là, tu sais. Je pense qu'il vit maintenant dans le coin de Sherbrooke. Ah ouais, pour de vrai? Il s'est acheté une petite maison là-bas, puis. OK. Il a refait sa vie. Ouais, puis des fois, il repart en Belgique. Il joue. C'est 6 mois. Parce que quand tu y penses, une crise de belle vie aussi. Tu sais, toi, t'es un humoriste, tu marches fucking bien en Belgique. Veux pas, grâce à la monnaie d'échange, t'arrives au Canada après. T'as des euros comme à pu finir. T'es juste. Il doit faire quand même beaucoup d'argent, puis les gens le connaissent pas. Ça, c'est un autre aspect qui est quand même cool dans un sens, c'est que tu gagnes fucking bien ta vie en humour. Pis les gens t'arrêtent pas dans la rue pour faire genre fou, hey, tabarnak,
Jack, le gars du skidoo! Ah ouais. T'es une star ailleurs dans le monde, puis chez vous, t'as une vie parfaitement normale. J'avoue qu'il y a quelque chose de cool. Ben, Ouais, c'est bien. complètement nice. Ouais. Mais ici, je pense que ça n'aurait pas marché justement parce que c'était un peu comme une pâle version de Louis-José Hood. Il y avait un style similaire, un rythme qui ressemble, puis Louis-José est en Juste pleine trop fort maîtrise là-dedans. de ça. Fait que ça aurait été comme... Ça fitait pas tant. Là. Non, exactement. Mais c'est ça. Puis sinon, le concours Montreux, là, tu sais, en Suisse, là, il y a beaucoup d'humoristes québécois qui y vont aussi, qui font ça. Ça serait vraiment hot de faire ça, ce concours-là. Je sais que Charlie Pop l'a déjà gagné. Puis tu es le prochain Charlie Pop. Ouais. D'ailleurs, les gars, je demanderais d'être en silence 2 secondes. J'aimerais ça qu'on fasse un petit saut dans le temps, mon Jay, parce que là, on est à l'École nationale de l'humour. Quelques années ont passé, puis tu as vécu un autre grand voyage en sac à dos. Grâce à toi, mon frère. Ouais, c'est ça. Puis à ce moment-là, dans nos vies, on se connaissait, puis on se respectait, puis on était de plus en plus des amis, je pense. Mais C'est surtout une question de respect. ouais, exact. On n'était pas amis, mais il y avait beaucoup de respect. C'était très noble. Comme qu'on Tu sais que je t'appelais monsieur constamment. Mais on a décidé de partir ensemble un peu par un concours de circonstances. Tu sais, je pense pas que on aurait été... on n'était pas meant to be de voyager ensemble. Nos groupes d'amis nous auraient pas amenés à faire ça, je pense, mais on était juste à une place dans nos vies que les deux, on se cherchait un partner pour un projet de même, puis ça a juste trop bien donné. Ouais. Puis ça, je veux qu'on en parle parce qu'on est aux ambassades. Puis le voyage en Indonésie, je l'ai quand même effrôlé souvent dans ce podcast-là. en disant, j'étais avec Jay Fournier, Ouais, c'est ça. sans jamais le raconter. Exactement. On va y aller en détail, mon Alors gars. aujourd'hui, exclusivement, le voyage. On ne pourra plus citer dans les autres épisodes. Ben ouais, pour introduire un peu les gens, en fait, ce qui est arrivé, c'est que à la base, moi, j'étais censé partir 1 an de temps avec mon ex-copine. Projet qui est complètement mort. L'explication dans le terme ex-copine. C'est ça. Vous n'avez pas besoin de savoir plus par rapport à ça. Mais donc, c'est ça, finalement. Je partais seul. Elle avait un gros problème d'accro-cordon. On pouvait pas prendre l'avion. C'est pas légal. Déjà Ça. empêcher quelqu'un. Ouais, ça sort de Elle, c'est la seule. C'était des si gros accro-cordons qu'elle n'a Ça peut être rempli de cocaïne, ça. Fait que, on prend pas de chance. Avec la pression de l'avion, ça enfle. Ça devient majeur. Faut que t'achètes 2 billets. Anyway, non, Continue, Charles. Mais ouais, donc, j'avais décidé de partir seul. énorme. Ok, J'avais décidé de partir seul, puis Jay, à ce moment-là, lui, avait pas encore fait de gros voyages backpack, puis je pense que je parlais du projet, puis il y avait un peu les étoiles dans les yeux, puis à un moment donné, j'ai juste fait comme, bro, viens avec moi, on va vivre le rêve pendant 1 mois de temps. Ouais, pis t'es le bon gars pour ça parce que t'es le gars qui est comme, hey, j'ai une idée, on fait ça, puis genre 3 jours plus tard, t'es parti. Genre, moi c'est l'inverse. Moi, je suis le gars qui est comme, ah, ça serait vraiment le fun, comme année, un jour, puis je le remets tout le temps plus tard. Fait que ouais, ça a bien donné. Je sais qu'il y avait peut-être un autre ami qui voulait venir avec nous. Finalement, il nous a choqué vraiment Non, c'est comme. vrai, Tidej, ouais. Ouais, il nous a choqué comme vraiment 3 semaines avant. Puis j'ai fait, hey, fuck off, je pars avec Bastien tout seul. Mais je me suis dit que je suis rendu dans un moment de ma vie où, c'est ça, j'avais jamais tant voyagé, j'avais eu un contrat payant à la télé. Puis j'étais comme, j'ai du cash, puis j'en ai clairement pour voyager, puis il faudrait vraiment que je le fasse. Puis t'es vraiment le bon gars aussi parce que tu voyageais déjà beaucoup, t'avais fait le tour des États en char, puis en van, puis... Fait que j'étais comme, tant qu'à partir pack-sac dans un pays avec quelqu'un, aussi bien le faire que le gars qui va être là, puis qui va être on, puis tu sais, tu connais des applications que je connais pas, tu sais, des affaires de... Hey, des petits trucs de voyage. Des trucs de voyage que j'étais zéro là, moi, puis une chance que t'étais là parce que j'étais comme, bon, OK. mais... Honnêtement, moi, j'avais passé, je pense, 2 semaines ou 10 jours avant que Jay nous rejoigne à Singapour, tu sais, puis c'était quand même une ville très... Non, pas 10 jours. Non, t'as passé... Une semaine? Ah non, moins que ça. Peut-être Moi, t'as fait comme 3-4 jours. Ouais, OK. Ouais, peut-être une longue... C'était long parce que t'étais tout seul, là. Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Ça a passé comme 2 semaines. Tout seul en peine d'amour. Il y a la notion, On va le souligner. Il y a la notion du temps d'un chien. 9 ans! Tout était en noir et blanc. Mais c'était vraiment une ville super propre avec beaucoup de moyens. Veux pas, Singapour, c'est un peu reconnu comme le San Francisco de l'Asie du Sud-Est, tu sais, fait qu'il y a beaucoup d'argent puis de compagnies de tech là-bas. Puis là, moi, je m'en allais rejoindre Jay à Jakarta. Puis j'arrive à Jakarta, je pense 4-5 heures avant que son vol arrive. On s'était timé. Jakarta, qui est la capitale de l'Indonésie. De l'Indonésie, ouais, exact. Puis c'est pas tant touristique, by the way. Non, c'est ça, exactement. C'est une place que les touristes vont pas. Les gens vont juste à Bali, en Indo.
Puis nous, on avait décidé d'aller à Jakarta à cause que les billets étaient moins chers. Puis je pense qu'on voulait voir un peu de la vraie vie un peu indonésienne avant de se lancer à Bali. Puis je me rappelle arriver 4-5 heures avant Jay, puis sortir un peu de l'aéroport, chercher une carte SIM. Puis je me rappelle me dire « Holy shit, pour un premier voyage en backpack, ça va être rough en crise. » Genre, moi, j'avais vu le fin fond de l'Amérique du Sud, tu sais, puis des places que c'est rough par bout, mais quand t'arrives à Jakarta, puis que tu sors de l'aéroport, t'es direct dans les bidonvilles. Puis c'est rough quand même. C'est pas beau. Ouais, non, c'est ça. Puis je me rappelle que finalement, quand Jay est arrivé pour me rejoindre, on finit par se dealer un taxi complètement sketch d'ailleurs à l'aéroport. Le gars, il a comme, pour faire sortir son char, il a défait le break à bras du char qui le bloquait en arrière à main. Genre, il est allé en dessous du char, il a défait le break à bras d'un inconnu, il a poussé le char de l'inconnu, puis il a remis le break à bras. C'est parce que là-bas, ils veulent tellement des clients qui sont comme, ils vont tout faire, tu sais. Là, lui, il avait ses clients, on le suit, puis là, il réalise qu'il y a un char de parking en arrière, puis il est comme, calice, c'est calice. Fait que là, il fait juste comme défaire le break à bras, de pousser le char. Donc, t'es déjà comme, calice, qu'est-ce qui se passe? Puis je me souviens qu'on roule, puis tout ce qu'il y a, là, quand on roule, là, c'est des motos, là, puis des motos, puis des motos, puis du monde parké en dessous des ponts, man, qui font des... Un peu à la Mad Max ou à la The Purge, là, le film, comme tout le monde est comme en casse de moto avec des genre des bennes de poubelles en feu, genre, puis le monde parle, puis on était genre shit, c'est qu'on est, man. lui, son autre voyage en backpack qu'il avait fait avant, c'était Cayo Coco, là. On tient à le souligner. Fait que, genre, puis même moi, il y a un moment où, genre, je voulais... Tu sais, vu que justement, j'avais introduit Jay un peu au voyage sac à dos, je voulais être l'espèce de présence rassurante. Mais dans ma tête, je me rappelle faire la demi-heure de char vers notre auberge, puis qu'on se promène à Jakarta, puis j'étais comme holy fuck. Ça va être intense. C'est comme ça que la personne qui a la responsabilité du groupe se sent toujours. Ouais. Mais sa job, c'est de donner l'impression que ça ne l'affecte pas. Non, pas de problème à l'intérieur. Ça va. Parce que t'as du sang qui te coule des yeux. Ah non, ça. Mais l'air est sec. Je me souviens que notre auberge aussi était comme ben mollo. Tu sais, on vient d'arriver à l'auberge. Première hostel que je fais. Moi, je m'attends à quelque chose de quand même cool, tu sais, whatever. Puis c'était cool, mais genre les jeunes qui étaient là avant, genre, ils l'ont échappé le soir d'avant, fait que c'était décrissé, comme la terrasse. Le gars, il est comme, il y a une terrasse en haut, on était comme cool, on va voir ça. Ça sent le vomi, mon gars, les bouteilles partout. J'étais genre, ok, c'est un hostel. Non, mais tu sais, j'ai fait d'autres hostels dans ma vie après que, je veux dire, c'était zéro ça, là. Fait que, tu sais, là, j'étais quand même mislead parce que j'étais comme, oh shit, ça l'échappe carré ici à Jakarta. Puis je me souviens, puis peut-être que je l'ai jamais dit ça, Bastien, mais je me souviens que la première nuit, là, je me suis couché en me disant, hey, je peux pas aller, on peut pas aller marcher là, dehors demain, on peut pas. Faut que je trouve un moyen qu'on s'en aille. Là. Genre qu'on s'en aille ailleurs en char. Là. Genre faut que je le convainque que je veux pas aller marcher. J'avais la chienne là, de me faire poignarder. Oh, ouais, mais c'est ça au départ. Là, juste sortir de l'auberge puis se dire, OK, on a une place qu'on va aller visiter dans la ville, on va marcher jusque-là, puis t'es dans une ville que t'as jamais vue avant, qui est complètement sketch aussi. Mm-hmm. Dans n'importe quel voyage, même moi qui voyage souvent, on dirait que les premiers jours d'adaptation, puis les premières fois que tu sors dans des villes différentes, t'es comme ouf, ok. Ouais. Juste tourner un nouveau coin de rue, perdre tes points de repère, rien comprendre de qu'est-ce qui est écrit nulle part. Tes sens là, sont là. Ouais. Puis on se fait réveiller à 6h du matin par les chants musulmans aussi, là, qui est une expérience que moi j'avais jamais vue auparavant. Mm-hmm. T'es comme ok, c'est ça. Là, c'est la ça semaine avant de partir, tu t'étais pas réveillé avec des chants musulmans pour te pratiquer. Tout le monde le fait. On n'a pas étudié. Ah oui, ok. C'est intéressant. Ça fait un an à peu près. Ouais. Mais c'est ça. Puis d'ailleurs, c'est ça. Là, on a fait tout Jakarta, en fait. On a visité. Puis honnêtement, pour avoir fait Jakarta, pour avoir fait l'île de Bali, dans le fond, moi, j'ai capoté sur l'île de Java, que ça s'appelle, où est-ce que la capitale de Jakarta. J'ai capoté parce que il y avait tellement pas tant de touristes que les gens, quand ils voyaient Bastien puis moi, ils faisaient genre... Ils voulaient prendre des photos, genre, t'es comme, hey, shit, hey, des blancs, genre, pis tout, ils voulaient prendre des photos, pis il y a un aspect que je comprenais pas de comme, hey, pourquoi ces gens-là prennent des photos, tu sais, eux, qu'est-ce qui fait qu'on est comme cool en ce moment, ou qu'est-ce qui fait que, puis je comprenais pas, puis les gens sont tellement respectueux là-bas, sont tellement
Moi, je me suis. Tu sais, comme. Parce qu'à Bali, t'as la religion bouddhiste. C'est les bouddhistes. C'est bouddhiste ou hindouiste? Moi, je pense que c'est bouddhiste. En tout cas, ou les deux un peu. Ouais. Puis l'île de Java, c'est vraiment juste musulmans. Puis, genre, les musulmans, tellement. Moi, pour vrai, je recommande n'importe quel raciste au Québec à aller là, comprendre à quel point les gens sont smart, bon monde, là. Ouais. sont Ils voulaient tellement tout fins. nous donner, littéralement. Puis Ouais. nous, on était comme, guys, on a plein d'argent. Ici, on est multimillionnaires dans votre monnaie. Là. Fait que genre, on va vous payer là, pour votre bouffe ou vos allumettes. Puis ils voulaient tout nous donner. Ils étaient tellement contents d'avoir des touristes dans leur pays. Là. Puis ils prenaient des photos avec nous donnaient de la bouffe, des vivres. On n'a jamais demandé, tu sais. Puis finalement, on fallait qu'on les force pour les payer. Mais t'expliques ça, comment? Est-ce que c'est par leur valeur, juste d'être généreux, ou un espèce de culte de l'Amérique? Peut-être, tu sais, d'où est-ce qu'on en était venu? Je pense, moi puis John, on en a quand même beaucoup parlé en voyage. Puis on était comme, pourquoi, particulièrement dans les îles musulmanes de l'Indonésie, les gens étaient aussi généreux puis aussi gentils. Puis honnêtement, je pense que ça fait un peu partie du fait que tu dois prier à peu près 3 à 4 fois par jour, si je me trompe pas. Là. Genre, ils ont des rappels justement dans les tours avec des chants. Puis c'est constamment des mots d'amour, puis des mots de respect, puis des mots de partage, puis d'aider les pauvres, aider les gens qui viennent d'ailleurs, puis tout le tralala. Fait que je veux pas, tu sais, quand tu te fais driller comme, puis là, je trouve ça plate d'expliquer une religion de cette façon-là. Là. J'imagine que c'est beaucoup plus. Mais tu sais, quand tu te fais constamment rappeler ces valeurs-là, puis que c'est ça, dans le fond, tes jours donnés, partagés. Constamment, tu te dis, ben regarde, je vais le faire. C'est sûr qu'il y a une grande partie bon là-dedans. Tu sais, je pense que maintenant, la religion a tellement été évincée de nos vies. Ouais, en ce moment, il y a un grand rejet qui fait en sorte qu'on fait plus ça de nos journées, de juste être reconnaissant, puis d'être dans la gratitude, puis de penser à nos proches. Je pense que peut-être qu'on a perdu une part d'empathie que la spiritualité amène, mais la nouvelle religion de l'Amérique du Nord, c'est le capitalisme, tu sais, c'est ça qui mène le nos yoga. existences. Mais je pense qu'on se rappelle beaucoup aussi par rapport à cette religion-là, seulement l'extrémiste, tu sais, mettons, les gens qui sont bien... Mais à la base, des gens qui font leurs affaires, leurs petits trucs dans le pays, puis qui prient 2-3 fois, puis c'est du monde, là. Tu sais, ils ont le cœur sur la main. Puis je pense qu'il y avait aussi beaucoup un aspect de « Hey! » Ces gens-là ont pris le temps de venir voir notre pays, genre. Surtout sur ce style-là, là, c'était comme, wow, tu sais, pourquoi sont ici en ce moment, ces gars-là, genre, ils veulent... Puis on se parlait avec Google Translate. Ouais, c'est vrai. On parlait, on était comme, hey, vous avez un beau pays ou quoi que ce soit, puis là, eux, ils disaient quelque chose en... je me souviens plus, c'est quoi, l'Indonésien, probablement, ouais. Puis c'était écrit, genre, on peut-tu prendre une photo avec vous, genre, whatever, tu sais. Mais je pense qu'il y a vraiment un aspect de, comme, cassé, parce qu'il y avait tellement aucun touriste sur l'île de Java que les gens étaient comme, ah, c'est bien cool qu'il y ait des gens qui veulent voir qu'est-ce qui se passe ici. Puis c'est triste parce que je pense que depuis cette année, cette île-là est en train de couler, en fait. Inondée. Ouais, c'est ça. En fait, l'océan Indien monte énormément. À cause du réchauffement? La capitale de Jakarta va ou a changé. Elle est en train de changer. Ça coule de partout. C'est un peu comme Venise. Parce que la ville est en train de se faire complètement inonder. Mon Dieu. Fucking triste, vraiment. Quand tu dois changer de capitale. C'est la capitale la plus populeuse de la planète. En termes de personnes par mètre carré. Sont condensés, là, les gens à Jakarta. Ça va être de plus en plus. Déjà, le gouvernement indonésien sont en train de faire les processus pour changer la capitale de Jakarta à un autre endroit plus au centre de l'île. Je me souviens plus où. Ouais. Puis parce que eux, ils prévoient que dans une vingtaine ou une trentaine d'années, cette partie-là de l'île va être complètement ensevelie sous la mer. Ça va être comme la cité perdue, autrement dit. Un vieux vestige de l'humanité. Puis il y a tellement de monde, c'est malade. Tu sais, je veux dire... On marchait. Moi, j'avais la chienne de conduire là-bas, là, tu sais, Bastien. on s'était loin un scooter, là, puis moi, je voulais que ce soit lui parce que, genre, premièrement, il avait déjà conduit des scooters dans sa vie, moi, pas tant. Puis, il y avait un aspect de, hey man, il y a des motos partout, des chars partout, ça arrive de partout. T'sais, c'est pas des intersections perpendiculaires, puis gauche-droite, là, c'est comme, ça arrive dans tous les sens, puis c'est bien organique comment les gens, tu sais, s'en crissent un peu des stops, tournent à droite, passent par-dessus un trottoir, fin un ollie. C'est comme ça marcherait si les avions étaient volantes.
comme il n'y aurait pas vraiment avions, si on avait des autos volantes, comme ça se prendrait un peu de même. Là. Ouais. Genre, tu sais, c'est ça. Puis, je pense que j'avais lu qu'il y avait comme, tu sais, 10 000 accidents par jour, genre, en Indonésie à chaque jour. Ouais. Fait que, tu sais, des gens qui meurent, des gens qui se blessent, des gens qui... Fait que, tu marches sur la rue, là, pis il y a que ça, là, genre du monde. Puis le monde travaille, pis t'es... C'est en vie, là. On rappelle, Charlie Pop, c'est tout. Puis d'ailleurs, un accident de scooter, c'est drôle parce que tout le monde qui a été à Bali dans sa vie a déjà vécu un accident de scooter, dont nous autres. Mais on a été chanceux parce que nous, on était dans l'auto qui a frappé le scooter. Ouais, non, c'est ça. Puis ça, j'en parle aussi en show. J'en ai fait une anecdote, là, mais... Bon, ben, on veut connaître la version sans les blagues que tu as écrites. Ouais, ben c'est ça. Ben, il y a comme une continuité à cette anecdote-là. Mais en fait, c'est juste qu'on est allé sur une île, moi et Bastien, ensemble. Puis quand on est revenu, on était vraiment, vraiment loin de où est-ce qu'on voulait aller. C'est comme 4 heures de route. Puis on a pogné un taxi. Tu sais, puis au Québec, là, 4 heures de route de taxi, il n'y a pas... N'importe comment tu payes le chauffeur. Il va dire non. Il va dire non. Tu sais, il y a 8 heures de route à faire, lui, genre... Puis il va revenir tout seul. Tu sais, c'est... Mais le monde là-bas, c'est comme, ah ouais, 4 heures, alright, parfait. Combien? 12 piastres? Super. Puis, on part. Puis, on roule fucking longtemps. Puis, le chauffeur est comme, pas tant alerte pour il est perdu. Il est pas là pantoute. Puis, genre, il n'y a pas de GPS. Puis, il sait pas où c'est qu'il s'en va. Fait qu'il nous demande un peu de le guider. Puis, on le guide, tu sais. Puis, je me souviens plus, à un moment donné, on arrive à une intersection, il y a un fucking de scooter qui passe, puis il arrive pour tourner à la mauvaise place, puis genre, moi, je fais juste dire, genre, non, c'est pas ici, faut que tu continues, tu sais. Mais tu sais, moi, je dis ça en me disant, ah, ok, tu sais, il va tourner, puis il va s'ajuster, quoi que ce soit. Puis lui, il est genre, ah, c'est pas ici, parfait, crisse un coup de volant pour retourner comme sur l'autre voie. Mais tu sais, comme j'expliquais, les scooters là, passent là, comme des débiles, je veux dire, le monde s'arrête pas, là, ça va vite, genre... Faut que tu checkes dans son miroir, là, vraiment. Puis il fait juste tourner, puis frappe un scoot comme vraiment fort. Puis le scoot revole. Puis moi, je sais pas pour toi, mais moi, j'étais traumatisé. C'était la première fois, genre, je vivais un accident où des gens étaient éjectés d'une moto, puis j'étais comme... Tu sais, puis ici, mettons, t'en vois une, tu sais, les gens ont des côtes de cuir, des casques, des pads, des genoux, des coudes, comme ça fait mal, mais tu fais tu sais, ça une fait très longue toque. Ça n'a pas rapport, mais tu vois. Fait que ça fait partie de la game, puis en tout cas whatever. Mais là-bas, tu sais, ils ont leur épicerie, des fois ils ont des bébés dans les mains. C'est ça le problème, c'est que tu sais, là, nous on a été chanceux dans notre malchance, on a juste frappé un couple, là, mais ça aurait pu être une famille avec 2 bébés dans les bras, des enfants assis sur le dessus, l'avant du scooter, tu sais. Ouais. On en a vu là, des 7-8 sur un scooter de l'épicerie. Avec des animaux comme en cage. Genre... ouais, des fois, c'est ça. Ah non, le chien sur le volant, pas de cage, rien. C'est comme, OK, on va aller là-bas. Des fois, le monde déménage en scoot, fait qu'ils ont un fridge sur l'épaule. Puis, tu sais, c'est spécial. C'est insane, là. Puis, c'est ça, on les frappe, puis me sent super, super mal. Le chauffeur de taxi était un peu en bad trip, puis sa première réaction, ça a été de mettre la faute à moi et Bastien qui sont assis à l'arrière du taxi, tu sais. En train de voler le scooter. Free. Mais, tu sais, moi, je me souviens que à ce moment-là, je me souviens être vraiment en tabarnak, là. Je me souviens, j'étais comme, hey, là, c'est pas vrai que on a pris un taxi qui, déjà, à la base, on le filait pas, le gars, parce que, genre, il essayait de nous hustle, nous faire un prix beaucoup trop cher, genre 15 piastres. Pour faire 4 heures de route. Ça valait au moins 8, by the way. Mais, puis il met ça sur notre faute, puis on se tasse sur le côté, puis ça tombe que quand on se tasse sur le côté de la route, il y a 2 policiers. Une station de police, genre à côté. Puis la police là-bas est ultra corrompue. Là. Tu sais, on s'est fait arrêter par la police un moment donné parce qu'on est rentré dans un one-way, mais comme je disais, Chris, il n'y a pas de one-way nulle part. Puis ils veulent juste que tu craches du cash. Ils veulent mais ça va coûter genre 200$ canadiens. Puis t'es comme, bah non, je peux pas. OK, mais tu vas aller en prison ici. Chris, non. Fait que tu payes, tu sais. Ouais. Fait que c'est-tu mieux que le premier hostel que j'ai fait? Oui, d'accord. On va passer 2 jours. Mais fait que finalement, c'est ça, on se tasse. Puis là, tout de suite, les polices viennent voir qu'est-ce qui se passe. Et là, on comprend pas ce qu'il dit, évidemment, le chauffeur de taxi, mais on voit qu'il nous pointe, puis qu'il est comme, hey, il m'a dit de tourner, puis il m'a dit. Puis là, les policiers nous regardent, puis moi, je les regarde, puis je suis comme, Christ,
T'sais, On était assis en dude, arrière. we were in the back of the taxi, sir. Like, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Vraiment, comme, je comprends, j'ai dit de tourner là, puis c'était pas là. C'est la mais... première fois que les policiers ont un peu connecté avec nous. T'sais, normalement, c'était nos ennemis, là, veut pas, là, parce qu'ils veulent nous avoir. Mais là, genre, ils nous regardaient, puis ils étaient comme, ben non, les gars, on le sait que vous avez rien à voir dans cet accident-là, inquiétez-vous pas. Ah oui, il me rappelle qu'ils nous ont comme tapé sur l'épaule en faisant comme, It's fine. it's good. C'est juste continuer, puis les gens qui sont tombés, qu'on a frappés, t'es correct finalement. Là, comme le scooter a eu une petite scratch, puis ils ont été vraiment chanceux, mais après ça, ils nous ont regardé, puis comme on peut avoir de l'argent pour la scratch. Puis, on a rien donné parce que je sentais pas que j'étais coupable de cet accident-là, mais il y a une partie de moi qui était comme On leur donne ça un peu pour les aider. On leur donne ça un peu, comme ils viennent de se faire frapper, veux pas, mais en même temps, ils ont switché très vite de comme je suis traumatisé, j'ai mal, à ça va bien. Je vais prendre genre avantage de la situation pour te demander de l'argent, genre. Ben, ça en dit beaucoup sur la situation économique là, quand tu viens de vivre un traumatisme, puis la première chose à laquelle tu penses, c'est shit, on a peut-être l'opportunité d'avoir comme un peu d'argent. Ouais, définitivement. C'est ça. Fait que ça a été quand même intense. On a rencontré des gens, des voyageurs qui se sont plantés. Il y avait pas genre un truc particulier, le gars sur le scoot. Il y avait pas. Ah oui, il y avait 2 pouces. Oui, il y avait. Il y avait un autre doigt. Il y avait un 6e, il y avait un 11e doigt. En fait. Fait que, je trouvais que c'est un détail important quand même, parce que c'était probablement le meilleur chauffeur de scoot de tous les temps. Il pouvait comme avoir le frein comme mettre son clignotant sans rien lâcher. Mais ouais, il y avait un autre. Puis je me suis dit que c'est genre une affaire que Bastien a tout de suite dit. Puis c'est ça qui m'avait fait rire, c'est que moi j'étais comme vraiment traumatisé. Il est traumatisé, il regarde dans le vide un peu. Moi j'étais à côté. Je fais juste fixer la main du gars qui a un scooter, essayant de comprendre c'est quoi l'espèce d'amas de peau qui pend après sa main. Je suis comme shit, c'est impossible. Il s'est brisé la main pis tout. Puis la main, je fais genre, hey non. C'est quoi les chances? J'ai dit quoi? De quoi c'est quoi les chances? Chris, le gars, il a 2 pouces. Moi, j'étais comme Chris, on vient de frapper un scoop, puis lui, il est genre, il a 2 pouces. Mais t'imagines si le pouce avait débarqué dans l'accident? Puis là, t'aurais vu le pouce à terre. Oh shit. Puis là, tout le monde aurait eu le bon nombre de pouces. T'aurais été comme, à qui le pouce? Who's the thumb? mais ouais, c'est ça. Fait que c'est vraiment. Mais il y a un moment donné où quand ça fait. Tu sais, on était là un mois. Fait quand ça fait 2 semaines et demie, 3 semaines, t'es là, tu pognes un peu l'espèce de pace de rouler comme un débile, tu sais. Quand on était en scoot vers la fin, je me fondais dans la masse en scoot, roulais comme un fou, parce qu'à un moment donné, t'as pas le choix. T'as pas le choix d'être comme, m'a passé sur le trottoir moi aussi, comme les 122 qui le font en ce moment, parce qu'il y a un accident, comme... Ça devient comme organique, tout le monde. Fait que là, t'embarques dans la roue, puis finalement... En fait, c'est quasiment plus dangereux d'être la matante qui conduit lentement. Ouais, c'est niaiseux, mais oui, vraiment. Puis... mais mon Dieu, ça doit être tellement... Tu sais, je veux dire, quand on marche, puis qu'il y a quelqu'un qui arrive vers toi, mettons qu'elle va à gauche, toi aussi, tu vas à gauche, il y a de fortes chances que les deux vont marcher du même côté. Comme t'imagines en scooter, ça doit arriver plein de fois. Là. Ouais, puis l'autre affaire aussi, qu'on s'était fait dire, que moi qui m'avait fait peur au début, puis ça m'a vraiment fait chier de m'avoir fait dire ça. J'avais des amis qui m'avaient dit fais attention à Bali, par exemple, si vous êtes 2 sur un scooter puis t'as ton GPS dans les mains en arrière, le monde, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont à côté de ton scooter, pognent ton sel puis te collent sur un coup de pied puis tu tombes à terre, tu sais. Moi, j'avais entendu ça par des amis puis j'étais comme holy fuck, man. What? Genre, le monde font ça? Finalement, pas en tout. Je roulais avec le GPS en arrière. En faisant des selfies. En faisant des vidéos pis tout. Pis genre, le monde faisait pas ça. Pis de toute façon, t'as pas le temps de faire ça. Ça va trop vite. Genre, j'étais comme... Peut-être parce que tu filmais aussi, justement. Il y avait des preuves. Ah ouais, mais... Toujours en Facebook Live sur le scooter. fait que c'est ça, c'était fou. Mais moi, ce que j'ai trouvé cool de ce voyage-là de ta part, c'est que t'es parti au même moment où ta soirée d'humour commençait. Ce qui aurait pu être perçu comme le pire timing au monde pour partir, parce que tu partais à contresens de ton contrat, le plus régulier. Moi, j'ai trouvé ça cool que tu fasses moi, j'ai besoin de partir, j'ai envie de le faire. Ouais. Peu importe le moment, j'y vais. Il n'y aura jamais de bon moment. Ouais, c'est ça exact. C'est que je voyais que tu sais, on dirait qu'en humour, tu
tu peux pas prendre un break, tu sais. L'été, c'est bon d'être chaud. L'automne, faut que tu rodes parce que tu reviens les soirées. Là, l'hiver, en décembre, c'est les corpos, les trucs de Noël payantes. Après ça, tout l'hiver, ben c'est plus difficile, fait qu'il faut que tu travailles fort. Fait on dirait que ça arrête jamais. Fait que j'étais comme là, moi, je peux pas me dire le meilleur mois, c'est tel mois. Bastien partant en septembre. Honnêtement, à ce moment-là, je faisais pas tant de shows que ça encore. J'étais pas tant booké, ça marchait pas tant que ça, mes affaires. Puis je suis parti, puis c'est quand je suis revenu que ça s'est mis à fonctionner, parce que justement, ce voyage-là m'a tellement fait du bien, m'a tellement fait penser. Être avec Bastien aussi, qui est un gars vraiment travaillant, puis qui il a le goût de pousser, puis il a le goût de il y a des objectifs clairs, puis tout. Moi, j'étais comme, faut que je fasse ça aussi. Puis quand je suis revenu, je me suis mis à vraiment plus jouer, puis j'étais bien, puis j'avais des anecdotes, puis j'avais le goût de... Puis c'est là que je me suis mis à faire plus de shows, ça fait vraiment du bien de faire du ça. show, des sports, t'écrivais plus, tu te bookais plus. Je pense que ça a été comme vraiment comme un moment charnière. C'est cliché pour vrai, mais ce voyage-là m'a comme fait vraiment du bien. T'as vécu ton Eat, Pray, Love dans C'est le Eat, Pray, Love de la vingtaine. J'ai écrit un livre là-dessus en ce moment. Mais ouais. Mais c'est la preuve que ça vaut la peine de se prendre des vacances. Vraiment. Peu importe le temps. Si tu te sens fatigué, ben c'est le temps de te prendre des vacances. Mais outre les vacances, puis je pense que c'est là que notre podcast prend tout son sens. J'ai l'impression que des fois, quand on part en voyage, plus qu'en vacances, on se met dans des situations qui nous sortent tellement de nos habitudes, de notre vie normale, que ça nous permet, je pense, de prendre un pas de recul puis de regarder c'est quoi notre vie à la maison, tu sais. On dirait qu'avec une semaine, justement, dans un resort, c'est plus comme, hey, je m'en vais, genre, me buzzer puis me péter à la face pendant une semaine ou genre, trop manger, trop boire puis me faire bronzer. Quand tu sors puis t'es en Indonésie, dans des endroits où, justement, il y a pas d'argent, il y a pas de système scolaire tant que ça, le pays est un peu bancal, tu sais. Le monde font brûler des déchets. Tu sais, c'est ça, ils s'arrangent comme ils peuvent, là, autrement dit. Mais moi, ce genre de voyage-là, on dirait que ça recette toujours ma boussole, tu sais. Ça me permet de regarder mon existence à la maison puis de me dire, moi, j'ai tout ce que j'ai à la maison. Faut que je fasse quelque chose avec ça. Puis c'est pour ça que, genre, je pense que Jay, c'est beaucoup ça qui l'avait recetté puis qui l'avait retravaillé. Ça, pendant tout le voyage, on parlait de notre retour, tu sais. Puis c'est un peu plate des fois parce que tu dis, on veut vivre le moment présent, mais on est ensemble 24 heures sur 24 pendant un mois. Les trucs auxquels on pense à parler, c'est des trucs qu'on a en commun, puis c'est des trucs au Québec. Fait qu'on a vraiment quasiment fait une psychothérapie les deux ensemble. Puis je pense qu'on était à deux moments dans nos vies, on avait besoin de ça aussi, tu sais. Puis il y a un aspect aussi de, tu sais, mettons quand tu vas dans un resort, il y a de quoi de malsain aussi de profiter un peu de... T'sais, eux autres, ils essaient de faire de l'argent. C'est comme, les resorts, c'est des compagnies, des grosses compagnies qui construisent ça, qui font de l'argent, puis nous, on paye, puis on dit, ah, wow, c'est tellement beau, Cuba. Mais des gens d'ici qui vont faire de l'argent ailleurs. Ouais, c'est ça. Les gens. Fait que tout l'argent du tourisme qui revenait un peu, au moins, à la population, elle revient comme de manière minime. Là. Ça devient des serveurs ou genre. Ouais, puis il doit te payer des sommes très, très modiques. Là, genre, c'est fou, mais quand tu vas voyager comme dans le sens du pays un peu, puis de comme tu pognes les trains, les bus de là-bas, les ci, les ça, tu réalises à quel point genre shit, c'est pas facile partout là. T'sais, le gars en Indonésie qui en ce moment genre je sais pas là qui ratisse le terrain avec je sais pas un râteau puis whatever parce qu'il est rempli de bouteilles d'eau parce que le monde ne savent pas où crisser ça, fait qu'il calisse ça dans les fossés. C'est ça sa vie, là. Genre, lui, il se pose pas la question, m'as-tu faire un bon 20 minutes de joke demain dans un endroit chaud comme. Pas en tout, lui, il est genre, je me lève tous les matins, faut que je nourrisse ma grand-mère qui habite chez nous dans ma pièce commune, qui a pas de toit, genre, en terre battue. Tout le monde est un peu aidant naturel là-bas, parce qu'il y a pas. On met pas les aînés dans une maison où il y a beaucoup de tables de billard. Non. Puis on en prend soin. Le voyage m'a fait réaliser que le tourisme me gosse un peu. Parce que quand on est allé justement, puis c'est la raison pourquoi j'ai plus trippé sur l'île de Java que Bali, c'est que Bali, c'est beau, là, puis on a eu du fun au bout, mais c'est tellement rendu touristique que les locaux ont comme changé de mindset, puis ils veulent juste faire du cash, puis juste faire du cash, puis juste faire du cash. Puis je comprends aussi, là, c'est des gens qui veulent vivre. Mais quand on était sur l'île, les gens étaient pas dans ce mindset-là. Il y a tellement pas de gens qui allaient voyager, allaient les voir que c'était juste comme bienvenue chez nous, ça ressemble à ça, comme je peux-tu t'offrir une bouffe ou quoi que ce soit, tu sais, puis il y a de quoi vraiment cool là-dedans, puis si je refais un autre voyage avec toi ou tu sais whatever avec vous,
ou seul, j'irais sûrement quelque part qu'il y a moins de monde juste à cause de ça. Pour profiter des endroits qui ont encore le goût qu'il y ait des gens qui viennent les voir. Ouais, pour être avec des locaux et non des voyageurs. C'est ça, d'autres voyageurs. Qui vont recréer leur chez eux ailleurs. Qui sont des Australiens, by the way, là-bas. Là. Comme... Quand on lisse, c'est intense. Je pense, les gars, qu'on arrive malheureusement à l'heure, à la fin de l'heure. Et voilà. Mais ça finit bien quand même. Ça finit des beaux mots. Sur de très beaux mots. Donc, on invite les gens à aller écouter le show cassette. Oui. Ton podcast où tu reçois des humoristes qui présentent un numéro, puis après ça, tu leur en parles. Ouais. Moi, j'ai été d'ailleurs, un épisode avec moi, j'ai adoré. Ouais, c'était le fun. C'était vraiment cool. Donc, est-ce qu'il y a d'autres endroits où j'envoie les gens? Les mardis de l'humour au Shefford, tous les mardis. Sinon... si t'es encore là. Si je suis encore là, moi, je pars en décembre. Je sais pas quand est-ce que votre épisode sort. Peut-être après, probablement après. Fait que, dans le fond, on renvoie les gens sur Jay Fournier, sur Instagram. Ouais. Puis J-E-Y Fournier, important. Ouais. Puis c'est ça, je suis en show partout ici à Montréal, dans ces environs aussi avec Guillaume Pinot. Fait que... Cool. C'est bon ça. Merci les gars, c'était vraiment merci fun. À toi, mon Jay, puis on t'aime. C'était cool, je vous aime aussi. Donc, sur ça, un gros merci aussi à Ghislain, qui était là. Yeah. Notre nouveau sound guide. D'ailleurs, tout le monde, avant de finir l'épisode, vous avez sûrement remarqué que notre son est légèrement différent qu'à la première saison. Parce qu'on n'enregistre plus chez Charles. On est rendu dans un studio professionnel, le Planet Studio, sur Papineau. Puis aussi, il n'y aura plus de vidéos pour cette saison. Donc, il y a des petits trucs qui changent pour la saison 2 des ambassades, mais je pense que ça va être pour le délice des oreilles. Ben, c'est ça. On trouvait que ça changeait rien de nous regarder quand. Charles a un chapeau de fête présentement. Ouais. Charles est en bedaine puis un chapeau de fête. Moi, j'ai un costume de dinosaure par épisode, puis c'est non négociable. Sur ça, c'est un épisode des ambassades avec Jay Fournier et Bastien Carrière et moi. Charles Pellerin. Merci de nous avoir écoutés. Salut tout le monde. Salut. Merci d'avoir écouté les ambassades. Vous pouvez maintenant déboucler votre ceinture et à bientôt.